avec Mehdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mehdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 14 novembre 2025 avec Academix, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Halili pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors aujourd'hui, dans la chronique Academix, nous abordons un sujet qui a bien entendu une relation avec les études universitaires. Il s'agit de la recherche, l'ingénierie et le développement durable des villes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont la recherche et l'ingénierie peuvent aider nos villes à mieux gérer l'eau, l'énergie et les déchets et à devenir plus durables. Pour en parler, j'ai une invitée. Il s'agit de Madame Nihel Benamar, qui est professeure en génie chimique à l'INSET, chercheur à l'AMSIN à l'INET et titulaire de la chaire UNESCO Aide. Bonsoir Madame Nihel Benamar et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci Mehdi, merci pour l'invitation. Très bien, alors tout va bien? Bien, bien. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur l'eau, sur l'énergie et les déchets pour le développement durable des villes? En fait, c'est un mix de raisons. À l'origine, je suis ingénieure en génie énergétique et donc déjà, quand j'étais étudiante, on parlait de l'énergie solaire. Oui. Et ça n'a pas percé, c'est resté très timide comme application sur le terrain. Et puis après, donc, dans le cadre professionnel, donc mes activités d'enseignement supérieur, j'ai travaillé dans ma recherche sur l'eau, le traitement de l'eau usée dans le but de sa réutilisation dans les procédés. Et au final, j'ai été première vice-maire de la ville de l'Ariana pendant le mandat 2018-2023. Et donc, j'ai été confrontée aux problèmes de l'eau, les déchets et l'énergie. Et donc, voilà, tout ça m'a amené à cette idée de travailler sur les trois axes pour le développement. L'eau, l'énergie et les déchets. Très bien. Alors, comment votre rôle à la chaire UNESCO et au LAMSIN se complète-t-il avec vos activités d'enseignement à l'INSET? En fait, l'idée de faire cette chaire a germé dans un cercle, le cercle de recherche professionnelle, donc que je fais au sein du laboratoire LAMSIN, avec un réseau qui a aujourd'hui presque 20 ans d'existence. On fêtera bientôt l'anniversaire. Très bien. Et donc, on était intéressé par les eaux, le traitement des eaux. D'ailleurs, je salue le Centre international des eaux, Centre UNESCO de Montpellier, ici Reward, qui a, lui, impulsé et donné de l'aide et du soutien pour cette existence de la chaire. Très bien. Alors, sinon, quels sont vos principaux projets de recherche dans le domaine de la durabilité urbaine et pouvez-vous citer, par exemple, une technologie ou bien une solution innovante issue de ces travaux qui pourrait éventuellement améliorer la gestion de l'eau ou des déchets? Nous travaillons dans le cadre de nos recherches sur les procédés de traitement des eaux par les bioréacteurs membranaires. C'est un process qui surpasse dans ses performances le procédé classique très installé en Tunisie. Mais son atout, c'est qu'il est modulable, donc ça peut être à une dimension individuelle ou résidentielle, collectivité. C'est pas uniquement un projet national, mais... non, c'est-à-dire que dans l'optique d'un immeuble, une résidence verte, on peut penser que la résidence devienne sa propre usine de traitement des eaux, qu'elle réutilise intelligemment pour minimiser les dépenses et le gaspillage de l'eau potable. D'accord. Et donc, ce procédé existe, mais ce que nous amenons par la recherche sur laquelle on est planché là depuis quelques années, c'est de
l'automatiser, de régler les paramètres de fonctionnement par rapport à son fonctionnement et la période où il peut y avoir du colmatage, optimiser les conditions de fonctionnement, de manière à ce qu'aussi après il devient autonome et donc facile, comme on utiliserait un aspirateur, juste le guider pour prendre de la poussière. On aurait un local technique dans l'immeuble qui pourrait contenir ce bioréacteur et il fonctionnerait de manière autonome. Est-ce qu'on commence à se familiariser avec? Non, c'est-à-dire que le concept lui-même n'est pas innovant, mais je dis son application est à petite échelle est possible et donc nous on mise dessus et l'idée c'est justement de le rendre aussi compact que possible, minimum d'intervention pour que les gens l'adoptent, quoi. D'accord. Et comment le génie chimique contribue-t-il à la création des solutions durables pour les villes? Il travaille sur les déchets, donc la transformation des déchets, le recyclage. Il travaille sur l'eau, les systèmes de purification, l'installation des systèmes de séparation du génie chimique, donc à séparer des produits dans une industrie ou quoi. Ça touche aussi à l'énergie solaire, l'énergie par les bioénergies. Donc ça intervient dans plusieurs domaines de l'ingénierie, quoi. Et ça touche les trois axes clés que nous traitons, l'eau, déchets, énergie. Tout à fait. Alors, quels sont les principaux défis scientifiques que vous rencontrez dans vos projets liés à l'eau et aux déchets? Il y a certainement des défis à relever. Hein. Alors, moi je dis, nos projets, c'est les projets de la ville. Les projets de la ville, c'est l'adoption de nouvelles technologies. On ne le fait pas souvent et on ne le fait pas du tout. On reste toujours sur la même technologie des années et des années et on n'innove pas. Donc on n'améliore pas l'efficacité et on n'avance pas. Et pourquoi? Parce que c'est le code des achats des marchés publics que j'appelle à étudier et à reprendre parce que s'il y a une catastrophe pour le pays, c'est ce code. D'accord. Alors comment vos travaux intègrent-ils d'autres disciplines comme l'ingénierie urbaine, les sciences environnementales ou bien les données? En fait, on collabore et on se complète. Donc on crée une chaîne, en tout cas c'est ce qu'on a fait au niveau de la chaire, où les chercheurs sont pluridisciplinaires, mais pas que les chercheurs, on a de la société civile, on a des organismes gouvernementaux, on a des industriels, donc c'est multi-profil aussi, pour travailler sur une thématique et de l'idée, sa conception jusqu'à sa réalisation sur le terrain. Très bien. Et vous arrivez à vous compléter pour aboutir à ces résultats souhaités? C'est-à-dire que là, on commence. Vous savez que la chaire, vous ne savez pas, je vous le dis. Bien sûr. La chaire UNESCO, elle est récente de création. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, mais elle a été acceptée et les accords signés cette année 2025. Donc nous ne comptons que 6 mois de travail, mais déjà on a organisé un colloque qu'on a appelé Science et Villes et toute la science qu'elle peut apporter aux villes. Et donc, qui a eu lieu récemment récemment à l'ENIT. Qui est en fait l'institut, l'école d'ingénieurs qui abrite la chaire UNESCO. Alors aide, ça veut dire que c'est une chaire UNESCO qui travaille sur l'eau, les déchets et l'énergie. L'abréviation c'est aide. Voilà, aide, ça s'écrit donc E-D-E. Voilà. Donc vos recherches impliquent-elles des collaborations avec l'industrie, les collectivités locales ou bien la société civile? Alors, la société civile, oui, elle est facile d'approche.
Et donc souvent les gens viennent avec vous pour l'idée. Alors là, vous m'avez dit la ville. Oui, donc l'industrie, les collectivités locales et la société civile. Alors l'industrie, il faut passer par donc un projet budgétisé. Oui. Et souvent donc ça les reboot, parce qu'ils ne veulent pas payer. Et donc, ça ne prend pas forme. Malheureusement, la majorité de nos industries ne font pas de recherche et développement. Et la recherche et développement, ça coûte. Même si nous autres enseignants, quand on est payé par l'enseignement supérieur, mais un projet, c'est pas que payer l'enseignant. Et d'ailleurs, on n'a jamais été payé pour ce qu'on fait au niveau de la recherche, sauf à être expert pour certains. Mais si on fait des projets de recherche, c'est tout le reste qui est payant, c'est le doctorant, c'est l'équipement, c'est les produits. Donc voilà, on a du mal depuis plusieurs années à être connecté avec l'industrie. Alors les collectivités locales par contre, elles sont aux abonnés absentes. Elles ne veulent collaborer avec personne. D'accord. Et pourtant, que dire, j'ai été première vice-maire de la commune. Parce que l'Ariana, je voulais la rentrer dans un projet que j'ai déposé, pertinent. Ils n'ont pas répondu à mes appels. D'accord. J'espère qu'il y aura une solution, un terrain d'entente peut-être, plus tard. De toutes les manières, nous allons travailler. Et nous allons taper à toutes les portes. Et s'ils trouvent maintenant un intérêt à nous rejoindre, eh ben, ainsi soit-il. Très bien. Oui, très bien dit. Alors, les étudiants participent-ils, parce que c'est ce que j'aimerais bien savoir, à vos projets de recherche et comment ils peuvent contribuer, et surtout aux solutions urbaines durables? En fait, c'est pas lié à moi, à nous, à Cher. C'est en général comme ça. Les étudiants sont impliqués dans les projets de recherche des enseignants à travers des petites parties sur lesquelles les enseignants les laissent travailler. Et puis, est-ce que c'est les professeurs qui proposent des sujets ou bien c'est les étudiants? Oui. En général, parce qu'il y a en fait deux types dans les écoles d'ingénieurs. Il y a deux types de projets. Les projets en cours d'année, donc à chaque niveau, 3e, 4e. Là, c'est les enseignants qui proposent et c'est les étudiants qui choisissent. Après, au niveau du projet de fin d'études, c'est l'étudiant qui va lui-même chercher, ou alors on a des entreprises qui viennent faire des appels auprès de la direction pour essayer d'avoir des stagiaires de projets de fin d'études ingénieurs chez eux. Mais de toutes les manières, dans les projets, nous, on essaye soit à travers le projet de fin d'année d'études ou de fin d'année, de les faire travailler sur des thématiques du jour, de manière à les rendre, comment dirais-je, producteurs de savoir scientifique. Tout à fait. Très bien. Alors, sinon, comment les résultats de vos recherches peuvent-ils influencer la planification urbaine ou bien les politiques publiques? La planification urbaine viendrait après les politiques publiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train, nous, d'expérimenter dans la chaire UNESCO. On a dit, on a une chaîne, on a construit une chaîne, et l'ultime maillon de la chaîne, c'est les parlementaires, auxquels, après les études, nous allons proposer donc des policy papers, et eux, ils les traduisent en loi. Mais une fois qu'elles existent, ces lois, il faut veiller à leur application, et c'est pas toujours le cas jusqu'à là, mais il faut que ça change. C'est pas parce évident, que au niveau des collectivités locales, par exemple, les lois pour ce qui est tri, recyclage, compostage, etc., elles existent depuis 1990, même avant, mais les collectivités locales n'ont rien fait. Et donc là, l'État doit rappeler aux collectivités locales leur devoir d'évoluer dans l'amélioration du service du citoyen et la propreté de la ville, à savoir mettre en place et appliquer les lois qui existent. Alors c'est l'occasion de passer le message peut-être, hein?
Ben oui, je demande à l'État de sanctionner les communes qui ne travaillent pas et n'appliquent pas les lois émises par l'État pour le développement durable des villes et pour asseoir une ville propre et saine. Absolument. Alors, quels obstacles existent pour les solutions universitaires soient réellement appliquées dans les villes? Quels obstacles? Oui, donc les obstacles qui existent. Oui. Ouais. Les obstacles, j'en ai cité un, et pas des moindres, qui est à tous les niveaux le code des marchés publics, parce que c'est un frein au développement des villes. Pour avoir vu ce que c'est des appels d'offres qui deviennent, qui sont infructueux et qu'il faut reprendre 1, 2, 3 fois, et tout ça, c'est pendant ce temps, c'est le citoyen qui attend sans enfin, pas avec gaieté, mais en plus de ça, quand après il y a la clause du moins coûteux à acheter une technologie qui est obsolète et ne pas permettre l'intégration de nouvelles technologies dans la ville, et ben ça fait que aussi longtemps après les prix ont changé, le soumissionnaire part, les projets restent en suspens et la grogne citoyenne monte. Et ça fait le fiasco à tous les niveaux. Vous le voyez au niveau de l'industrie avec Gabe, c'est ce qui se passe. C'est bien dommage. Hein. Et les villes non plus ne sont pas, comment dirais-je, en reste. D'accord. Alors, quelles sont les principales difficultés pour gérer l'eau, les déchets et l'énergie dans nos villes? Alors, gérer d'abord, on va dire, au niveau résidentiel. Oui. C'est tout à chacun qui doit changer ses pratiques. Et ça, jusqu'à là, les gens ne sont pas impliqués et ne mesurent pas, comment dirais-je, la gravité de la chose. Moi, je vous assure, depuis que j'ai fait un voyage, j'ai été à Tougène, où j'ai vu des femmes tirer l'eau à dos, sur le dos des ânes et sur son dos, et donc la goutte que je vois maintenant, sortant du robinet, quand je me lave abondamment les dents ou autre chose, vous vous rappelez donc la scène, je culpabilise. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'équité. Oui. Donc les villes là consomment beaucoup et on oublie qu'il y a à côté des gens qui n'ont pas l'eau. Donc il faut, comment dirais-je, il faut une équité. Oui. Et le citoyen commence par là. La collectivité doit jouer son rôle, comme je l'ai dit, d'accord. Oui. Et l'État doit faire en sorte que toute la réglementation doit changer en faveur de, quand il y a un projet qui est construit, tous les projets doivent être durables. D'accord. Alors, comment l'approche Nexus eau, déchets, énergie peut-elle aider à rendre nos villes plus durables ? En fait, c'est la synergie des deux ou peut-être des trois qu'on peut réaliser. Ça peut être par exemple à travers les déchets organiques. Si on les récupère en compost, on peut aussi donc nourrir donc ailleurs les plantes, mais aussi en les récupérant ces déchets organiques, ce qui fait qu'au niveau des décharges, il y a moins de lixivia de produites, et les lixivia, c'est des liquides très chargés en matière organique et l'odeur n'est pas bonne. Désagréable. Et donc, si on produit moins de lixivia parce qu'il n'y a plus de matière organique dans les déchets, eh ben, on aura moins d'énergie à fournir et moins de ressources en produits chimiques aussi à avoir aussi pour le process. Alors l'intelligence artificielle peut être notre recours peut-être, hein? Donc de quelle manière l'intelligence artificielle? Non, elle ne pourra pas tout faire, l'intelligence artificielle. Elle peut compiler
toutes les données venant de différentes sources pour donner des prévisions ou montrer des défaillances ou donc elle peut contribuer. Elle peut contribuer, à améliorer. bien sûr. Voilà. Et puis donc et plus basiquement aussi les solutions numériques peuvent être adoptées au niveau des communes pour améliorer le service. Oui. Donc oui, il y a d'ailleurs dans le colloque qui vient d'être fait le 7-8-9 oui. Qui s'intitulait Sciences et Villes. En fait, on a eu plusieurs sessions et la 5e session traitait justement de l'apport de l'IA aux villes. D'accord. Donc c'était le 7, 8, 9 novembre. C'était le 9 dimanche matin. Oui. Parce qu'on a travaillé même le dimanche. Très bien. Alors, quels exemples concrets de solutions durables pourraient être appliqués dans nos villes dès aujourd'hui ? Les solutions durables, c'est pas une solution et c'est à différents niveaux. Oui. Donc, dans la gestion de l'eau, à tous les niveaux, dans l'application des lois pour le tri et le tri à la source, pour ensuite aussi composter ce qui est organique. Ça peut permettre, comme je l'ai dit, de minimiser l'énergie. Et ensuite le solaire qui a tardé en fait, hein, on parle de l'énergie solaire, oui. Qui a tardé 30 ans, un pays chaud comme le nôtre, on aurait dû Sommes-nous en train de subir un manque à gagner, en quelque sorte? C'est sûr. Oui. Et d'où l'encouragement maintenant et les pénuries et comment dirais-je, le manque d'énergie, on le sent. Chacun de nous le sent l'été quand le climatiseur saute 1 et 2 fois, 3 fois par jour. Donc voilà, donc il y a une volonté, oui. Apparemment les choses sont en train de bouger, mais pas assez rapidement. L'État a commencé par les bâtiments ministériels, mais quand on était dans les bâtiments collectifs, ça se faisait pas encore. J'espère qu'ils ont avancé là-dessus au niveau de toutes les collectivités parce que ça permet au budget de souffler un peu. D'accord. Très bien. Alors sinon, comment chercheurs, décideurs et citoyens peuvent-ils mieux travailler ensemble pour construire des villes plus résilientes, disons? Ils doivent faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on doit être une chaîne, oui. Et tout le monde travaille ensemble. Voilà. Et si chacun fait sa part, oui. de travail, et ben, dans les 10 ou 15 ans, on peut arriver à une ville, à des villes durables. Et résilientes, j'espère. Oui. C'est possible alors. Et il faut penser, parce que là, c'est des solutions qu'on apporte aux villes déjà et à l'urbanisme, oui. le modèle ancien qui est établi. Alors, dès maintenant, il faut qu'on pense aux nouvelles villes aux quartiers qui vont se construire et penser à un nouveau urbanisme qui tient compte à la base oui. de tous ces axes-là. Très bien. Alors, comment votre enseignement à l'INSET prépare-t-il les futurs ingénieurs à relever les défis du développement durable urbain et peut-être à innover dans ce domaine? C'est-à-dire que nous enseignons aux ingénieurs et oui. Moi, je pense aussi mes collègues sont sensibles à l'ingénierie durable, mais plus quand on est ingénieur que quand on est académicien. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus attendre. C'est-à-dire que ces formations-là doivent être dispensées aux ingénieurs, oui. D'ailleurs à tous les intervenants corps de métier qui sont en lien avec la ville. D'accord. Parce qu'à un moment ou un autre, quand il y a une décision et des choix à faire, ben, on choisira celui qui répondra au mieux par rapport à cette durabilité. Et donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on fera à partir de maintenant. Avec la chaire aussi, on a d'ailleurs un volet éducation à l'ingénierie durable. D'accord. Et voilà, et on essaye d'intégrer nos étudiants
dans ce cercle à produire, à penser à ingénierie durable. Mais aussi, je voudrais, c'est une remarque que je fais et j'ai faite à mes collègues, c'est quand on fait de la recherche, c'est pas transformer ou déplacer une pollution qui était hydrique deviendrait solide. Donc ça, c'est pas, il faut qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qu'on fasse de la recherche durable aussi, qui apporte des solutions durables. Très bien. Alors, selon vous, comment imaginez-vous la ville tunisienne idéale en matière d'eau, énergie et déchets dans 10 à 15 ans? Ben, je vous ai dit, c'est une ville où il s'y plaît d'y vivre. On a de l'eau, de l'électricité, on a une ville propre. Mais tout ça, c'est possible si tout le monde s'y met aujourd'hui. Absolument. On ne va pas dire non, le citoyen, il va venir, ça va venir, ça va venir. Non, non, non. On est tous responsables. Tous. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui ne fonctionne pas, eh ben, c'est toute la chaîne qui ne fonctionnera pas. Tout à fait. Alors, le mot de la fin, un message positif peut-être? Oui. Dans 10 ans, Tunisie durable. Oui. Très bien dit. Très bien, donc notre rendez-vous hebdomadaire d'aujourd'hui, Académix, touche à sa fin. Madame Nihel Ben Ammar, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir la recherche, l'ingénierie et le développement durable des villes. Je rappelle que mon invité était Madame Nihel Ben Ammar, qui est professeure en génie chimique à l'INSAT, chercheur au laboratoire donc l'AMSIN, c'est bien ça, et titulaire de la chaire UNESCO Aide. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de la recherche, l'ingénierie et le développement durable des villes. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Helali pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec Académix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes de l'RTCI. Allez, bye. Académix avec Mehdi Kantawi.